Tocsin Média, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre émission littéraire sur Tocsin Média. Aujourd'hui, nous allons parler du centenaire de la mort de Maurice Barrès qui sera commémoré demain. Donc nous sommes vraiment dans l'actualité grâce à cette émission. Et j'ai la grande joie de recevoir mon ami Jonathan Sturel. Jonathan Sturel, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, je vais très bien. La joie dont tu fais étalage est partagée. Je suis également très heureux d'être avec toi et surtout pour parler de Barrès et du centenaire de Barrès. Donc tout va bien, la vie est belle dans ces conditions. Alors Barrès, immense auteur. J'ai vu cette semaine que finalement quelques quotidiens et quelques hebdomadaires ont quand même fait un petit quelque chose sur Barrès. Alors ça mériterait évidemment beaucoup plus. Ça aurait mérité sans doute quelque chose de national à la hauteur de cet auteur. Mais pourquoi est-ce que, Jonathan, je te reçois toi pour parler du centenaire de Maurice Barrès? Parce que hier, à Charmes, lors de la commémoration de ce centenaire à Charmes, donc Charmes dans les Vosges, c'est la ville de naissance de Maurice Barrès et c'est également la ville où repose encore aujourd'hui Maurice Barrès. Eh bien, tu as reçu le prix Maurice Barrès pour ton livre que je présente ici, qui s'intitule L'arrière-petit-fils et autres nouvelles. Donc, c'est un recueil de nouvelles, comme son nom l'indique. Également, tu gères une maison d'édition dont tu nous parleras et tu as réédité également des ouvrages de Maurice Barrès. Tu expliques souvent que Maurice Barrès est un de tes maîtres, si ce n'est ton maître, donc tu nous en parleras également. Donc c'était pour moi tout à fait légitime de t'inviter toi pour cette émission du centenaire de Maurice Barrès. Voilà, pour être un peu clair par rapport à nos auditeurs. On va parler de toutes ces choses-là. D'abord, est-ce que tu pourrais, pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui malheureusement dans les écoles n'étudient plus Maurice Barrès, est-ce que tu pourrais un peu nous faire un petit tour d'horizon très rapide sur qui était Maurice Barrès et pourquoi est-ce que ce centenaire aurait mérité plus que cette simple émission ? Mais en fait, pour répondre à cette question, je crois que je vais essayer de répondre à la question inverse en essayant de me souvenir pourquoi moi je me suis intéressé à Maurice Barrès il y a maintenant longtemps, il y a maintenant plus de 20 ans. Et les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à Maurice Barrès sont peut-être les raisons qui expliquent que l'appareil d'État, le monde universitaire d'aujourd'hui ne s'y intéresse pas, puisque c'est pour des raisons exactement les mêmes, je pense. Moi, je ne sais plus si j'ai commencé à m'intéresser à Maurice Barrès au nom de mon intérêt pour la France et pour l'histoire de France, un intérêt qui m'aurait emmené légitimement et logiquement sur la voie de Maurice Barrès, ou si c'est d'avoir découvert dans un premier temps Maurice Barrès et d'avoir été charmé par sa littérature, que cela m'aurait ouvert ensuite les voies de la conscience vers la beauté et de la question nationale. Je ne sais plus laquelle de ces deux idées arrive chronologiquement en premier dans mon esprit, c'est confus. Mais ce que je sais, c'est que lorsque l'on s'intéresse à la question nationale et à l'histoire de France et aux grands personnages de l'histoire de France, normalement, relativement inévitablement, en fait, on arrive à Maurice Barrès parce que c'est un incontournable de la discipline et du sujet. Et donc, je me dis, comme nous sommes aujourd'hui gouvernés depuis un certain nombre de dizaines d'années par des gens qui, selon qu'ils soient dans les sphères politiques, culturelles, médiatiques, universitaires, etc., se désintéressent des questions nationales, c'est finalement assez logique qu'ils ne s'intéressent pas à Maurice Barrès, puisque je me dis que si moi, au nom de mon intérêt pour la question nationale, j'ai été amené sur la voie de Barrès, il est logique que ceux qui ne s'intéressent pas à ces questions ne soient pas amenés sur la voie de Barrès et même s'en désintéressent. Donc, si aujourd'hui Maurice Barrès est, alors que c'est le centenaire de sa mort, donc c'est un événement, et généralement, les centenaires, y compris dans la République, sont des choses que l'on commémore assez festivement, entre guillemets, en tout cas que l'on commémore, et que ce n'est pas vraiment le cas pour Barrès cette année, hormis les quelques exceptions que tu as citées, parce que heureusement, dans ce marais, il y a quelques voix qui s'élèvent, mais c'est parce que la République d'aujourd'hui n'est pas celle du temps de Barrès. La République d'aujourd'hui ne s'intéresse pas aux questions qui étaient posées par Barrès, s'intéresse encore moins aux réponses qu'il apportait à ces questions, et donc Maurice Barrès ne peut pas intéresser aujourd'hui le cloaque universitaire moderne, ne peut pas intéresser les médias d'aujourd'hui, les journalistes d'aujourd'hui qui sont en général de parfaits incultes, qui n'ont aucune lettre, qui n'ont aucune culture classique. La plupart, à mon avis, ne connaissent même pas Barrès ou alors de nom, et simplement parce qu'ils l'ont vu un jour dans un article d'une presse de gauche dans lequel ils auront entendu qu'il était nationaliste et qu'il était cocardier et qu'il était antisémite. Donc je pense que la connaissance et la perception du régime actuel sous toutes ses formes de la question Barrès se résume à ce qu'a été Barrès au moment de l'affaire Dreyfus, et ça leur suffit pour considérer que Barrès n'est pas un élément qui doit compter. Donc voilà pour répondre à ta question. Si on ne s'y intéresse pas trop, c'est précisément parce que si on s'intéressait un petit peu à Barrès, on verrait qu'il a posé un certain nombre de questions et surtout qu'il leur a apporté un certain nombre de réponses qui,
apporterait également une réponse aux questions que l'on se pose toujours, puisqu'il y a dans Maurice Barrès une permanence. Voilà, un siècle après, on continue de se poser des questions qu'il s'est lui-même posées, et on se rend compte que les réponses qu'il avait apportées à ces questions sont toujours ou seraient toujours valables aujourd'hui. La question de comment doit-on se maintenir en tant que Français dans un monde qui l'est de moins en moins, dans un monde où le voisinage est potentiellement hostile, dans un monde où le village mondial, ce qu'on appelle maintenant la mondialisation, est de nature à fausser la donne, puisque ça dénature un peu la nation, puisqu'on se perd un peu, on se délite dans tout ça. C'est des questions que Maurice Barrès se posait en son temps, et on peut se les poser encore aujourd'hui. Donc, ce qui fait sans doute peur à nos adversaires, qui sont les adversaires de la cause nationale et de la belle littérature, c'est qu'avec Maurice Barrès, on se rappelle que la belle littérature, ça existe, que la littérature ne se contente pas de Ernaux, Annie Ernaux, ou alors de ces auteurs-là, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Une littérature qui est capable de convoquer ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est ce que fait la littérature de Barrès. Je comprends que ça puisse déranger, par exemple, la ministre de la Culture actuelle. Je comprends que ça puisse déranger n'importe quel député Renaissance d'aujourd'hui. Enfin voilà, toute une conjoncture qui fait que Maurice Barrès n'intéresse pas, aussi parce qu'il fait un peu peur, puisque une jeunesse française qui se réapproprierait Barrès serait une jeunesse française qui deviendrait beaucoup moins malléable et beaucoup moins soumise et sujette à la propagande européenne, mondiale d'aujourd'hui. Donc voilà, pour répondre à la question, entre guillemets, Maurice Barrès dérange parce qu'il a posé des questions qui, aujourd'hui, dérangeraient encore si on les posait encore aujourd'hui. Alors que quand même Maurice Barrès on l'appelait le prince de la jeunesse, c'était quelqu'un de très 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 connu, de très 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 aimé. Alors il avait un côté également provocateur qui plairait beaucoup à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il allait un peu, il savait manier les deux, c'est-à-dire le système et le hors-système, donc c'est quelque chose qui plairait forcément à notre jeunesse. Mais est-ce qu'on pourrait un peu le resituer dans le temps, voir quand il est né, dans quelle période il a pu évoluer. Et avant que tu répondes à cette question, au fil de l'émission, je vais présenter quelques livres, parce qu'il y a quand même des choses qui sont sorties. Il y a notamment cette biographie de Maurice Barrès qui est sortie de la part d'Emmanuel Godot, donc ça s'intitule Le Grand Inconnu. Alors je ne l'ai pas terminé, j'en suis au quart, on va dire, et c'est de très bonne tenue, je suis vraiment agréablement surpris du livre. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas parti ni pour ni contre, on va dire. Il se contente, entre guillemets, d'expliquer qui est Maurice Barrès et quelle est sa vie à travers ses livres, et à travers son parcours littéraire. Donc on a une critique à chaque fois des livres, et on a de son parcours, de sa naissance à Charmes, j'imagine jusqu'à sa mort, ne l'ayant pas terminé, et à travers ses livres. Donc voilà, je te laisse un peu nous expliquer dans quel contexte naît Maurice Barrès, et puis un petit peu son évolution première. Oui. D'accord. Écoute, c'est très simple. Maurice Barrès est comme tout être humain normalement constitué. Il est fondé par les événements qu'il va traverser, et il naît quelques années avant le désastre de 1870. Et donc, il raconte, je crois que c'est dans ses cahiers qu'il le raconte, qu'il était à Charmes, donc dans sa Lorraine, puisqu'il est natif de Charmes, et il a vu passer les Prussiens. Et il explique que ça a été une image qui est restée indélébile dans sa mémoire, et qu'il se souviendra toute sa vie du traumatisme que cela représente de voir une armée étrangère défiler devant chez soi. Donc cet événement l'a en grande partie éveillé un certain nombre de questions, comme beaucoup des Français de l'époque, puisqu'après le désastre de 70, il va y avoir un grand mouvement de réappropriation intellectuelle d'un grand thème qui s'appelle la revanche, en fait, c'est-à-dire d'aller reprendre à l'hostile voisin allemand, germanique, l'Alsace et la Lorraine qui nous a prises, et surtout à ne pas rester sur la défaite de 70, puisque ces gens-là considéraient, et Barrès le considérera plus tard lorsqu'il grandira, qu'il deviendra adulte, qu'une nation dont la dernière guerre a été perdue, c'est une nation qui s'expose à en rencontrer de nouvelles et de les perdre à nouveau. Il vaut mieux que la dernière guerre qu'une nation a menée soit une guerre qui a été remportée par elle. Or, la guerre de 70, c'est une guerre qui a été désastreuse pour la France à tous les niveaux. Et beaucoup de gens pensent que si la France en reste là, c'est-à-dire si la dernière étape militaire, la dernière étape de son grand parcours militaire s'arrête sur la défaite de 70, ça va être dramatique. Donc il y a tout un mouvement qui va être emmené par des gens comme Paul Déroulède notamment, que connaîtra plus tard Maurice Barrès, vont dire qu'on ne doit pas en rester là. Il faut de toute façon, il faut récupérer les provinces perdues, l'Alsace-Moselle. Ça, on a été amputé d'un certain nombre de nos provinces, et il est inimaginable pour les gens de cette époque de considérer que ça puisse en rester là. Et donc Maurice Barrès va grandir avec le traumatisme de la guerre de 70. Plus tard, il va s'intéresser à la chose littéraire, il va s'intéresser à la chose intellectuelle. Et moi-même, pour être allé consulter les archives du lycée de Nancy, où il a fait une partie de sa scolarité, je peux vous dire que j'ai vu dans les
comment on appelle ça d'ailleurs, les registres de classe de l'époque, les carnets de classe, je ne sais pas comment on les appelle, où les professeurs mettaient les évaluations des élèves, élève par élève. Il y a donc les évaluations que les professeurs mettaient à Maurice Barrès, l'élève, et généralement, il était écrit comme très intelligent, mais un peu oisif, qui ne prenait pas la tâche scolaire très au sérieux, parce qu'en réalité, alors qu'il avait des dispositions évidentes, mais il était déjà un peu bohème, si on veut. C'est-à-dire qu'en fait, comme la plupart du temps, les grands esprits artistiques, ce sont des choses qu'on retrouve dans la biographie de Baudelaire, par exemple, et même, je crois, de Balzac, où les futurs grands artistes, les futurs grands écrivains, les futurs grands auteurs, assez souvent, pas automatiquement, pas systématiquement, mais assez souvent, sont des gens qui, à l'école, ont eu des difficultés, puisque le cadre scolaire contraignait, en fait, le long et les puissantes velléités de développement de leur esprit artistique. Donc, c'est quelqu'un qui était comme ça, deux tempéraments. Deux tempéraments, c'est quelqu'un qui s'intéressait à des choses qui n'étaient pas entièrement encadrées par l'esprit scolaire, et c'est pour ça qu'il deviendra très vite, très tôt, dès l'adolescence, il va vouloir écrire. Il va vouloir écrire parce que ce qu'on lui fait lire à l'école ne l'intéresse pas forcément, ce qu'on l'oblige à écrire à l'école ne l'intéresse pas forcément, et ce n'est pas étonnant. Et il s'en souviendra plus tard, et il le dira dans le début des Déracinés, son fameux grand roman de 1897, où il reproche à l'enseignement républicain de déraciner techniquement, logiquement et pratiquement les élèves, c'est-à-dire qu'on envoie dans les grands lycées de province, notamment le lycée de Nancy où il était lui-même scolarisé, des professeurs qui généralement viennent de Paris pour leur enseigner la doctrine du régime, en faisant fi du fait qu'il y a en Lorraine des petits Lorrains, en Bretagne des petits Bretons, en Auvergne des petits Auvergnais ou Auvergnats. Auvergnais, c'est une blague avec un ami Auvergnat, il ne faut pas qu'il l'entende. Et il va être donc assez dérangé par sa scolarité. Donc ça va être aussi, à mon avis, être un élément formateur de sa future pensée. Ensuite, lorsqu'il grandit, qu'il s'intéresse à la chose publique, il s'intéresse nécessairement à la chose politique. Et il est d'un temps où il y a le grand scandale politique, il y a la grande affaire Dreyfus, il y a Panama, la République, la Troisième République, cette époque, la belle époque, est très riche de grands événements intellectuels, de grands événements politiques, de grands bouleversements même institutionnels. Et donc tout ça, ça va aspirer le grand Barrès, qui va donc continuer de se constituer en fonction des événements qui se produisent autour de lui. Il n'est pas le seul à qui c'est arrivé, bien sûr. Donc en fait, il y a le traumatisme de la défaite de 70, il y a le fait qu'il va vivre dans un environnement qui est extrêmement foisonnant du point de vue artistique et du point de vue intellectuel et du point de vue politique. Donc ça va, un esprit comme le sien va être très intéressé par ces choses-là. Et puis il y a, au fur et à mesure que le temps se passe, en 1905 par exemple, il y a le coup de Tanger qui donne l'impression que ça y est, la revanche va arriver puisque l'Allemagne se comporte très mal au Maroc en mettant les intérêts français en difficulté. Donc beaucoup de gens pensent que ça y est, la revanche va sonner, que la guerre va sonner. Ce n'est pas le cas, mais ça rappelle aux Français de 1905 que 1870 n'est pas si loin que ça et qu'il y a néanmoins toujours une revanche à prendre. Ça va beaucoup l'intéresser à ces questions-là. Puis, au fur et à mesure que l'on va se rapprocher de 14, les perspectives de guerre se précisent et puis il y a la guerre en 14 qui éclate et là, Maurice Barrès va développer son talent et puis surtout son énergie à mobiliser les troupes et à écrire dans la presse des articles qui font la gloire, qui font l'éloge des soldats de 14. Il va être un infatigable défenseur, un infatigable avocat et il va vraiment vanter le courage des poilus, des gens qui sont dans les tranchées, des gens qui sont les braves de la nation, puisqu'ils vont enfin, en 1914, faire ce que les Français attendent depuis 1870, c'est-à-dire s'en aller reprendre aux voisins hostiles qui nous les avaient prises, les provinces qui nous avaient été arrachées et qui faisaient que l'on vivait comme séparément et comme étrangement avec des gens comme les Lorrains et les Alsaciens qui étaient en fait nos frères et qui étaient maintenant sous le joug de l'ennemi en fait. Donc voilà le contexte dans lequel il vit. C'est dans un contexte extrêmement militaire puisque tout est les questions militaires sont très souvent posées du temps de Barrès, dans la jeunesse et dans la vie adulte de Barrès. Et donc voilà le contexte dans lequel il vit. Il assiste entre guillemets étant enfant au désastre de 70. Ce sera un marqueur extrêmement fort pour lui. Et puis après tous les événements de la Troisième République qui vont consolider sa pensée. Voilà, en gros, pour le faire très schématiquement, voilà ce qu'on pourrait dire du contexte dans lequel les grands scandales de la République, du régime, la guerre, la perspective de la nouvelle guerre, etc. Donc évidemment, pour les gens d'aujourd'hui, ça paraît lointain, puisque les gens d'aujourd'hui n'ont pas le souci d'une guerre qui pourrait arriver, n'ont pas le souci des grands scandales, puisque des scandales, pourtant, il en arrive beaucoup. Mais a priori, les gens ne s'en intéressent que sur Twitter, mais ça ne mobilise pas beaucoup les troupes. On a un grand sentiment d'impuissance aujourd'hui que n'avaient pas les gens de la génération de Barrès, qui étaient vraiment convaincus que revanche il y aurait, et donc il fallait s'y préparer.
il fallait s'y préparer physiquement, il fallait s'y préparer militairement, politiquement et aussi intellectuellement. Et c'est pour ça que Maurice Barrès a livré un certain nombre d'ouvrages, de livres de littérature et de livres de pensée, des essais, dirions-nous aujourd'hui, qui avaient pour mission justement de préparer intellectuellement et moralement les Français à l'immense épreuve qui les attendait, qui était celle de la guerre. Et ce que l'on pourrait reprocher à notre époque, c'est que la perspective d'une guerre est possible. Nous l'avons vu maintenant, nous en sommes certains, le monde est incertain, le monde est chaotique. La perspective que la France puisse être à nouveau engagée dans une guerre à l'ancienne, peut-être pas, mais pourquoi pas, mais en tout cas avec des guerres de format inédit, de type guérilla peut-être, de type guerre civile. On voit qu'un certain nombre de choses se profilent. Mais les gens qui devraient mobiliser les troupes, qui devraient redonner du cœur aux Français, qui devraient leur donner le conseil et les outils pour se préparer moralement, psychologiquement aux grandes épreuves qui sont susceptibles de nous arriver, ne le font pas. Nous avons une classe politique qui passe son temps à endormir les Français. Nous avons une classe intellectuelle qui passe son temps à nier les problèmes, à les mettre sous le tapis. Le mérite de la génération de Barrès, ça a été de prévenir leurs contemporains qu'il allait se produire à court ou moyen terme de grands événements, et ils ont tâché de les y préparer. Et c'est peut-être aussi ce qui explique la bravoure des soldats de 14, c'est que depuis des dizaines d'années, ils étaient préparés à l'épreuve qu'ils ont fini par rencontrer. Je pense que les générations d'aujourd'hui, si elles devaient être confrontées à une épreuve similaire ou à peu près similaire, n'ayant pas été préparées comme les générations du temps de Barrès l'ont été, il est possible que les Français d'aujourd'hui ne soient pas aussi braves que l'ont été les soldats de 14 par un manque de préparation non seulement politique, physique, au sens militaire strict, mais y compris au sens intellectuel, c'est-à-dire au sens tragique, au sens de la vision historique. Nous avons mis dans la tête des Français que le temps historique était terminé, qu'il n'y aurait plus de guerre, que l'Europe avait pacifié le monde pour toujours, en tout cas notre monde pour toujours, et donc les gens s'endorment sur les lauriers sur lesquels on les a couchés. Moi, je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas inquiéter les gens, il ne faut pas leur faire croire qu'il y aura forcément des malheurs qui vont s'abattre sur eux. Mais enfin, lorsque l'on observe politiquement les choses telles qu'elles sont en train de se mettre en place à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale, on se rend compte que la perspective que des événements tragiques puissent survenir grandit de jour en jour ou de semaine en semaine, et j'assiste effaré au spectacle d'une classe politique et d'une classe intellectuelle qui ne prépare pas les Français à affronter de telles épreuves. Et je pense que c'est ce qui fait que lorsque ces épreuves se présenteront à nous, on le payera très cher parce que nous n'y aurons pas été préparés. C'est dommage. Voilà pourquoi un Barrès d'aujourd'hui nous serait utile, puisque comme il l'avait été à son époque, il avait sonné de tocsin. Je me permets d'utiliser un mot qu'on connaît bien sur cette chaîne. Il avait sonné de tocsin. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des gens qui sonnent le tocsin. Il y en a, ça commence, ça se lève tout doucement. Mais il faut vraiment prendre à cœur le fait que de possibles gros événements tragiques vont nous tomber sur le coin de la margoulette. Et si on n'y est pas préparé, y compris intellectuellement et y compris psychologiquement, ça va vraiment être très dur pour nous. Les auditeurs peuvent être surpris que nous parlions de politique en parlant dans une émission littéraire, mais c'est obligatoire avec Barrès. Il faut bien que les gens aient en tête que vous aviez sans doute l'un des plus grands écrivains de l'histoire de France, qui était en même temps un homme politique, qui a été élu, on en parlera après, qui s'est lancé assez jeune d'ailleurs dans la politique avec Boulanger. Et avant de continuer, donc je présente petit à petit des choses qui sortent sur Maurice Barrès. Vous avez le dernier numéro de la revue Lorraine, voilà, pour les gens qui veulent savoir à quoi ressemblait le dandy Barrès, parce c'est vraiment un personnage à multiples facettes, parce qu'il y a aussi ce côté dandy, ce côté presque, comment dire, éthéré de ce personnage. Et tu vas me dire ce que tu en penses, mais dans cette revue, il y a un article très intéressant sur les rapports entre Maurice Barrès et un de ses amis d'enfance qui s'appelait Stanislas de Guaita. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Stanislas de Guaita, c'était un jeune Lorrain également qui rencontre Maurice Barrès pendant ses jeunes études, je crois au lycée, et ils ne sont pas satisfaits de l'enseignement qu'on leur propose, donc ils vont se mettre à lire des poèmes, à lire Baudelaire, mais aussi Stanislas de Guaita va prêter en cachette de nombreux ouvrages à Maurice Barrès. Et ensuite leurs chemins vont se séparer quand Maurice Barrès partira à Paris pour mener, entre guillemets, la grande vie, c'est-à-dire la grande vie de la littérature, mais aussi la grande vie de la politique, et la grande vie mondaine, puisqu'il y a ce côté chez Maurice Barrès qui, moi, me déplaît assez, pour être honnête. Moi, je ne suis pas un mondain, donc j'ai toujours du mal avec les mondanités. Mais Maurice Barrès savait se faufiler entre tous les milieux, et c'est sans doute grâce à ça qu'il a réussi à avoir une telle carrière, que ce soit littéraire ou politique. Et Stanislas de Guaita va initier quelque part
Maurice Barrès, disons, aux questions métaphysiques. Alors, d'un biais ésotérique, puisque Stanislas de Guaita refondera les Rose-Croix à Paris, avec Papus, avec toute la bande des ésotéristes. Et Maurice Barrès, lui, va prendre le chemin, disons, plus traditionnel vers le catholicisme, notamment sans doute grâce à sa femme, qui était très pieuse. Et il aura un très très grand rôle, Maurice Barrès. J'aimerais qu'on parle de ça aussi maintenant. Le rôle qu'a eu Maurice Barrès dans la sauvegarde du catholicisme en France. Il faut quand même se rendre compte de l'époque. Nous sommes dans une époque où la religion catholique est déjà depuis quelque temps attaquée. Il y a la loi de 1905, évidemment, qui sépare les églises de l'État, qui a été une loi très importante pour Maurice Barrès. Et il y a dans l'air, disons, des choses très anticatholiques et plutôt ésotériques. Et Maurice Barrès, lui, va permettre deux choses. C'est la sauvegarde des églises, avec notamment un ouvrage dont tu nous parleras, Jonathan, et aussi, surtout, la fête de Sainte-Jeanne d'Arc. Quand même, là, c'est quelque chose de très important pour Maurice Barrès. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces aspects un peu métaphysiques, mystiques parfois, et religieux dans la vie de Maurice Barrès et dans son travail littéraire également? Oui, bah écoute, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il a vécu dans une époque qui était riche d'un foisonnement intellectuel et culturel très important, et donc forcément ça a mis sur sa fin. Cette époque, la Troisième République, effectivement, ça a été déjà une période favorable à la critique du catholicisme, qui aboutira dans sa forme législative à la loi de 1905. Mais avant la loi de 1905, il y a déjà nombreuses initiatives qui sont prises par la République pour nuire aux communautés catholiques. Je renvoie par exemple à un livre qui s'appelle « Quand les catholiques étaient hors la loi » de Jean Sévillia, qui nous explique 1905. La loi de 1905, dont on pense qu'elle résume la totalité de l'action républicaine hostile au catholicisme, ce n'est pas vrai, c'est juste une sorte d'apothéose législative, 1905. Mais avant 1905, il y a plein d'étapes dans cette hostilité, et Jean Sévillia, dans son livre, en parle très bien. Et ça, on parle que de l'aspect législatif, mais du point de vue intellectuel, etc., il y a déjà de grands écrivains, de grands auteurs et de grands intellectuels, de grands penseurs de l'époque qui étaient déjà, alors, soit directement hostiles au catholicisme, mais c'est le cas, par exemple, d'Ernest Renan, ou qui, en tout cas, qui comptait énormément dans les lettres et dans le monde intellectuel de l'époque, mais il y avait tout un milieu bourgeois, à l'intérieur des milieux bourgeois et mondains dont tu parlais à l'instant, où déjà la critique du catholicisme était acquise, était achevée. Et dans le monde politique aussi, évidemment. Et si la République a mis tant de temps à aboutir à cette apothéose législative de 1905, c'est simplement aussi pour ménager certains électorats, parce qu'ils avancent, ils avancent dans leur idée qu'il faut en finir avec le catholicisme à l'époque, mais ils avancent vraiment pas à pas. Hein. Ils n'y vont pas comme des brutes, ils y vont de manière très intelligente. Donc ils sèment des mines à droite à gauche, notamment en laissant promouvoir des gens qui sont dans l'université ou au Collège de France, des gens qui sont hostiles au catholicisme. Et forcément, Maurice Barrès, comme d'autres, comme Péguy, comme Psychari, dont je parle souvent, ont baigné dans cette atmosphère où être hostile au catholicisme n'avait pas la même gravité que ça a pu en avoir 100, 200 ou 500 ans plus tôt. On n'est plus du tout dans la France de l'an 1000 où aucune critique n'est possible contre l'Église. On est dans un moment où la critique de l'Église est largement acquise et largement répandue, que ce soit dans sa forme institutionnelle, donc la critique de l'Église avec une majuscule, de l'institution de l'Église, ou du message christique, du message des évangiles, et puis de la mainmise ou de l'importance que peuvent avoir les communautés religieuses. Maurice Barrès grandit dans ça aussi. Donc, il rencontre sur sa route quelqu'un comme Stanislas de Guaita, n'est pas surprenant, puisque des Stanislas de Guaita, il y en a plein à cette époque. Il se lie d'amitié avec lui, mais contrairement à ce que pensent certaines personnes de nos milieux qui ont gardé une certaine hostilité à Barrès à cause de ses amitiés avec Stanislas de Guaita, parce que c'est ce qui aurait fait, d'après eux, de lui un martiniste ou un occultiste ou quelque chose comme ça. Mais tu l'as rappelé qu'en fait, Barrès, finalement, leur chemin avec Stanislas de Guaita se sépare assez vite. D'ailleurs, Stanislas de Guaita meurt assez vite. Et Maurice Barrès ne va jamais approfondir le sujet de l'occultisme, etc. Et il ne va jamais rentrer là-dedans à plein. C'est quelqu'un qui avait une sensibilité d'artiste. Et comme tu dis, il a fait la connaissance de Stanislas de Guaita. Il n'a pas fait la connaissance d'un occultiste. Ce qui l'a attiré, c'est une sympathie dans un premier temps. Et puis,
de fil en aiguille, l'autre a essayé de convertir l'autre, en tout cas de l'intéresser, de l'initier à certaines choses. Mais on voit que ça n'a pas pris chez Barrès. Tant mieux, ça n'a pas pris chez Barrès. Mais il ne faut pas, à mon avis, se formaliser sur le fait qu'il a connu un certain moment de sa vie, qui plus est dans sa jeune vie, donc dans le moment où il n'avait pas encore consolidé pleinement sa pensée et sa vision historique, il a connu Stanislas de Gaïta. Moi, ça ne me dérange pas qu'il ait connu Stanislas de Gaïta. Si à la suite de cette amitié, il était devenu l'un des grands défenseurs en France de l'occultisme et de l'anticatholicisme, évidemment, nous n'aurions pas, ni toi, ni moi, ni les gens qui nous écoutent, le même regard de Barrès. Mais ce n'est pas ce que Barrès a fait. Donc voilà ce que je pourrais répondre sur lui. Ensuite, tu m'as posé une autre question, mais là, il faudrait qu'elle me revienne parce que je crois que je l'ai oubliée. C'est la suite logique, en fait, c'est vraiment le Oui, rôle qu'il y a eu politiquement et même oui, de le rôle. manière en tant qu'écrivain sur le catholicisme, la sauvegarde finalement. Oui, effectivement, c'est tout à fait la suite de ta question. On a parlé de l'apothéose législative de 1905, qui va avoir un certain nombre de conséquences, parmi lesquelles le fait que l'État ne va plus assurer la restauration lorsque nécessaire et l'entretien des églises et des édifices religieux de France. Donc ça va être, dans la plupart des cas, ça va devenir de la responsabilité des élus locaux, comme on les appelle aujourd'hui, en fait des maires. Or, pour les raisons que j'ai dites il y a simplement quelques minutes, l'époque commence à être très hostile dans les milieux décideurs, bourgeois, politiques, etc., commence à être très hostile au catholicisme. Et donc, il y a un certain nombre de maires que Maurice Barrès va appeler des maires sectaires qui vont immédiatement manifester leur hostilité à la présence de l'Église dans leur village et qui, lorsque cette Église nécessitera des soins, des entretiens pour éviter qu'elle ne s'écroule ou qu'elle menace ruine, ne feront pas le nécessaire et préféreront que l'Église s'écroule. Et un certain nombre de témoignages vont remonter et venir jusqu'à l'oreille de Maurice Barrès. Et beaucoup de gens qui vont lui écrire des quatre coins de France pour dire voilà, on a essayé de sauver l'église de notre village, il n'y a rien à faire, le maire ne veut rien entendre, il la laisse s'écrouler, la loi ne les oblige pas à le faire, qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur Maurice Barrès? Vous êtes un homme important, vous êtes un homme influent, vous savez l'importance de ces choses-là, aidez-nous. Donc il va mener une grande campagne qui va être ponctuée d'interventions à la Chambre pour obtenir de la puissance publique et législative qu'elle légifère en faveur des églises pour ne pas que les églises s'écroulent. Il va mobiliser ses camarades des mondes artistiques, littéraires, etc. Et il va livrer ses impressions et les idées qu'il a sur l'importance de maintenir debout les églises de France. Et tout ça, tout ce travail, à la fois législatif, à la fois de métapolitique, à la fois culturel, à la fois littéraire, il va le réunir dans un volume qui sort en 1914 et qui s'appelle La Grande Pitié des Églises de France, qui va être assez rapidement occulté par le fait que la même année, la guerre se déclenche et donc que toutes les attentions vont être portées sur la guerre. Donc ça fait un petit peu tomber La Grande Pitié dans les oubliettes, mais ça n'empêchera pas que Maurice Barrès aura effectivement à la Chambre un travail législatif qui va permettre d'aboutir à un certain nombre de lois qui permettront l'inscription d'un certain nombre beaucoup plus large que prévu d'églises au registre des monuments historiques. Et une église qui est inscrite au registre des monuments historiques, c'est une église dont le responsable local a l'obligation de prendre soin. C'est-à-dire que sans cette loi, beaucoup des églises qui ont été sauvées à cette époque et qui le seront dans les années et dans les décennies qui suivront, n'existeraient probablement plus aujourd'hui sans cette loi. Or, cette loi existe en grande partie, voire principalement grâce à Maurice Barrès. Donc Maurice Barrès, nous devons entre autres choses à Maurice Barrès, d'avoir profité de sa position de législateur, puisqu'il était député à la Chambre, imposer la nécessité de sauver les églises de France. Et beaucoup des églises qui sont autour de nous, les plus anciennes notamment, puisque c'est celles qui subissent le plus les affres du temps, n'existeraient probablement plus aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous pouvons encore aujourd'hui pousser la porte d'une église qui a 800 ans ou 1000 ans, c'est grâce à Maurice Barrès. Il faut savoir que c'est grâce à Maurice Barrès que ces églises sont encore debout grâce à son travail législatif. Donc, merci Maurice Barrès. Merci d'avoir fait ça du point de vue législatif, mais aussi de l'avoir fait du point de vue politique et métapolitique et culturel. D'avoir rappelé à la France de 1905 et des années après 1905 qui avait tendance à vouloir l'oublier, surtout dans les milieux de la politique et dans les milieux de la décision politique, l'importance capitale pour un peuple d'avoir des églises et d'avoir une spiritualité et d'avoir une religion. Donc ça, c'est très, très intéressant et c'est vraiment fondamental chez Maurice Barrès. Ça n'a pas été qu'un littérateur, il n'a pas été que dans le milieu un petit peu vaporeux et éthéré des idées que l'on ne sait pas forcément capter toujours. Il a eu une action politique et législative très concrète, y compris en faveur de Jeanne d'Arc, puisqu'en 1917, si je ne dis pas de bêtises, alors que la France est dans le péril de la Grande Guerre, il convoque la figure de Jeanne d'Arc pour rappeler aux Français que, d'une part, la France n'en est pas à son coup d'essai en ce qui concerne les drames qu'elle rencontre. Oui, la guerre de 14 est terrible, elle fait des morts,
tous les jours, une famille française, au moins, reçoit un document en tête pour lui dire que son fils, son neveu, son mari est mort au champ d'honneur. Ça arrive tout le temps. Donc, à un moment donné, évidemment, les gens veulent baisser les bras. Il y a une perte de motivation, il y a une perte de... On ne croit plus en rien. Et Maurice Barrès vient dire aux Français, rappelez-vous Jeanne d'Arc. Rappelez-vous que dans l'histoire de France, il y a eu plein de moments comme celui-ci et on s'en est toujours sorti grâce au fait que nous savons à un moment donné nous défendre en convoquant par exemple des grandes figures du passé. Et donc il convoque la figure de Jeanne d'Arc et il va obtenir, toujours pareil, grâce à son activité publique et politique, l'instauration d'une fête de Jeanne d'Arc et du patriotisme, dont je crois récemment un député macroniste ou alors un député LFI, pour moi, sur bien des sujets, c'est deux faces d'une même médaille, prétendait qu'il fallait abolir cette loi qui continue d'exister sous forme un petit peu crépusculaire dans la législation d'aujourd'hui. Les festivités de Jeanne d'Arc, ça existe toujours en fait dans la loi. Et ce député, là récemment, c'était l'année dernière ou même cette année, je crois, qui disait qu'il fallait en finir avec ces lois, qu'il fallait virer ça de notre législation. Ces lois ont existé grâce à Maurice Barrès. Donc c'est Maurice Barrès qui, après avoir remis au goût du jour, et en même temps qu'il remettait au goût du jour, l'importance de maintenir nos églises, notre spiritualité, de maintenir la religion de nos ancêtres, il a rappelé aux Français la figure de Jeanne d'Arc. Et si à cette époque, on parle beaucoup de Jeanne d'Arc, et si on en parle autant aujourd'hui, c'est grâce au fait qu'à cette époque, beaucoup de gens ont reconvoqué la figure de Jeanne d'Arc. Et l'un de ceux qui l'a fait le plus efficacement, le plus bruyamment, entre guillemets, le plus efficacement, c'est Maurice Barrès. Donc on doit aussi ça à Maurice Barrès, d'avoir rappelé aux Français qu'ils sont issus d'une très longue histoire qui est perlée de personnages prestigieux, parmi lesquels Jeanne d'Arc compte au nombre des plus flamboyants, incontestablement. Donc, pour qui est français, pour qui être français signifie quelque chose, on ne peut pas se désintéresser de la figure de Jeanne d'Arc, qui est la française par excellence, qui est la combattante par excellence. Maurice Barrès, qui avait la même fibre que nous, ou alors nous qui avons la même fibre que Maurice Barrès, nous avons conscience comme lui de l'importance de nous souvenir de nos grands anciens et de nous souvenir particulièrement de Jeanne d'Arc, qui fait coup double. C'est-à-dire que même lorsque vous n'êtes pas catholique à proprement parler, vous avez, en tant que Français, chez Jeanne d'Arc, une occasion de flatter votre ego national. Et lorsqu'en plus vous êtes catholique, il s'avère qu'elle est sainte de l'Église catholique, donc vous avez en plus une raison de flatter, entre guillemets, je le dis sans des exagérations, pas dans un sens péjoratif, mais de flatter votre fibre catholique. Donc lorsque vous êtes français et catholique, Jeanne d'Arc, ça compte énormément. Et même si vous n'êtes que français et pas catholique, ça compte aussi énormément. Donc Maurice Barrès a vraiment beaucoup œuvré pour reconsolider, réunir, réamalgamer des Français qui avaient tendance à s'étioler, parce que c'était l'ère du temps qui le permettait, autour de figures concrètes, de figures solides, de figures stables. Et ce dont nous avons besoin dans une société, c'est de totems et de tabous, pour reprendre un titre d'un livre de Freud, qui n'a rien à voir avec ce dont on parle. Il faut que nous ayons des totems. Et les églises, c'est un totem. Jeanne d'Arc, c'est un totem. Le roman national, c'est un totem. Et Maurice Barrès, ça fait beaucoup pour ces grands thèmes-là. On voit bien vraiment, quand on t'écoute, la puissance de Maurice Barrès et la richesse. Souvent, on se demande, mais quelle est l'actualité d'un centenaire, d'un auteur, de sa naissance ou de sa mort? Mais l'actualité de Maurice Barrès, on la comprend tout à fait, c'est que Maurice Barrès, pour faire vraiment journalistiquement très caricatural, c'était peut-être le premier anti-wokiste de l'histoire de France, finalement. Parce que destruction des églises, c'était au programme, destruction de l'histoire, c'était évidemment au programme à l'époque. Oui. Et Maurice Barrès a été, à la fois par ses livres et à la fois par son travail politique, finalement un anti-woke avant l'heure, même si ce terme de woke est très déplaisant à prononcer et à écouter, vous m'en excuserez. Avant d'aller au prochain thème, qui est encore une fois dans la suite logique, je vous présente un autre livre, parce qu'il y a des petites maisons qui font des efforts quand même, et après on mettra un peu ta maison d'édition, Jonathan, en avant. C'est l'Institut Iliade, qui sort demain, ce petit livre de Jérémy Banneton, Maurice Barrès, Le Prince de la Jeunesse. Alors c'est un petit livre d'une 60aine de pages, c'est vraiment parfait pour s'introduire à qui était Maurice Barrès. Voilà, donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, vous n'avez pas l'habitude de la lecture, vous pouvez tout à fait commencer par ce type d'ouvrage. Est-ce que, Jonathan, tu pourrais nous expliquer un peu quels sont les livres que tu as réédités et pourquoi surtout? Parce que l'œuvre de Barrès est vraiment immense, donc tu as dû faire des choix. Comment ont été faits ces choix?
Oui, en effet, il est vrai que j'anime une maison d'édition qui s'appelle la Délégation des siècles. Et l'objectif de la Délégation des siècles, c'est en fait finalement un objectif très barésien, puisque c'est un objectif qui consiste à remettre l'Église au centre du village et à rappeler aux Français qu'ils sont riches d'une forte et d'une longue histoire, et notamment d'une histoire intellectuelle et littéraire. C'est ce que Barès faisait finalement en son temps. Donc moi, ce que je veux faire avec la Délégation des siècles, c'est remettre en circulation des livres, des textes, des auteurs qui soit ne le sont plus du tout, soit qu'ils ont été totalement oubliés ou partiellement oubliés, soit dont on se souvient un peu, comme Barès, Peggy, voilà, bon, ce sont quand même des noms qui parlent un petit peu aux gens, mais qui les lit encore. Or, je considère qu'il y a un certain nombre de textes qui sont indispensables à l'édification intellectuelle d'un Français et pour lui permettre d'affronter les épreuves en cours et les épreuves qui viennent. Donc, ce que je voulais faire, c'est créer une collection. Ce que je veux faire, c'est créer une collection qui est cohérente en cela que tous les livres qui figurent au catalogue de la Délégation des siècles remplissent une mission qui est une mission d'édification intellectuelle des Français dans l'objectif de les réenraciner dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire en tant que Français. Donc forcément, lorsqu'on se met une telle idée en tête et que l'on décide de convoquer un certain nombre d'auteurs, de penseurs et d'hommes qui ont écrit des livres, Barès est évidemment indispensable et inévitable. Donc la maison d'édition fait la part belle à Barès. À peu près un tiers des livres, il y a une vingtaine de titres au catalogue, à peu près un tiers sont des livres de Maurice Barrès, parce qu'évidemment, c'est Barrès. Donc c'est inévitable, c'est le maître pour moi, c'est le maître, c'est l'un de ceux qui a presque tout dit, donc, et puis c'est une plume, etc. Donc il y a beaucoup de Barrès. Et il y a notamment sa trilogie du roman de l'énergie nationale, qui se compose donc des Déracinés dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi Autour de Jeanne d'Arc, c'est un tout petit livre qui justement réunit les articles que Barrès écrivait pendant la Première Guerre mondiale sur Jeanne d'Arc et sur la nécessité de reconvoquer la figure de Jeanne d'Arc. Donc, tout ce dont je parlais tout à l'heure, ça a été consigné par écrit et ça s'appelle Autour de Jeanne d'Arc. Et je le réédite. Je réédite aussi La Colline inspirée, qui est le grand livre un petit peu, je ne vais pas dire métaphysique, mais spirituel de Barrès, enfin, qui fait état des questions spirituelles, effectivement. Après avoir le grand livre politique de Barrès, pour moi, littérairement parlant, c'est Les Déracinés et ses suites. Le grand livre, entre guillemets, spirituel, c'est La Colline inspirée, qui est inspiré d'ailleurs de faits réels. Et évidemment, La Grande Pitié des Églises de France, dont j'ai largement parlé tout à l'heure, que je réédite également, qui est vraiment celui, il faut lire La Grande Pitié des Églises de France. Lorsque vous lisez La Grande Pitié des Églises de France, vous avez tout compris de Barrès, en fait, de sa sensibilité et de ce qui était l'anthropologie profonde de Barrès, qui est celle que nous devrions vraiment partager avec lui. Et puis un certain nombre d'auteurs aussi, Paul Déroulède, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait écrit ses feuilles de route, qui sont en fait le récit de sa participation à la guerre de 1870. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut que nous reconvoquions des figures de héros. Paul Déroulède est l'un des grands Français des temps passés dont nous devrions nous souvenir, puisque son exemple a de quoi nous ragaillardir, puisque c'était un homme qui était un brave, c'est un homme qui avait un sens politique assez prononcé, puisqu'il n'était pas l'homme d'un parti. Il disait d'ailleurs quelque chose comme « peu importe que l'on soit monarchiste, bonapartiste, républicain, etc. Tout ça, ce sont des prénoms. Nous avons un nom de famille en commun, c'est français. » Eh bien, j'aime bien cette idée de passer au-delà des clivages partisans, ce genre de clivage dont on crève aujourd'hui, puisque tout le monde veut se rattacher à sa petite chapelle. Déroulède faisait partie des gens qui disaient nous avons des idées sur des sujets X ou Y, mais nous avons surtout un intérêt commun, c'est la nation. Et c'est pourquoi j'ai réédité Paul Déroulède, parce que c'est vraiment quelqu'un dont je salue la bravoure, le courage et puis le pragmatisme politique. J'ai également réédité pour le moment la première partie des origines de la France contemporaine d'Hippolyte Taine, qui s'appelle l'Ancien Régime, fondamental également, Hippolyte Taine, inévitable lorsque l'on veut comprendre la France contemporaine justement, sachant que Maurice Barrès était lui-même dans sa jeunesse et après un lecteur d'Hippolyte Taine, puisque Hippolyte Taine a eu une très très grande importance intellectuelle à cette époque, et puis d'autres choses comme Ernest Psychari, qui était un ami de Peggy, dont je réédite également L'argent plus l'argent suite, qui est un livre très émouvant, une sorte de testament intellectuel où Peggy se rappelle notamment de sa jeunesse dans les faubourgs Bourgogne d'Orléans. Il y a des pages de Peggy extrêmement poignantes où il explique qu'en fait, lui, depuis son faubourg Bourgogne de la décennie 1880, où il était gamin, c'est ce qu'il explique textuellement dans le livre, il a comme touché la France du Moyen-Âge du bout des doigts, puisqu'en fait, la vie telle qu'elle se menait dans ce faubourg dans la décennie 1880
était assez proche finalement de la vie qui s'y menait à l'époque du Moyen-Âge. Et nous qui sommes enracinés et qui cherchons des liaisons avec nos ancêtres, Peggy avait cette même démarche et il a écrit de très belles pages sur ce sujet. C'est vraiment très très beau, Peggy. Et puis j'ai vraiment édité beaucoup d'autres choses, même des choses un peu plus grand public, comme Les Dieux ont soif d'Anatole France, puisque c'est une critique de la Révolution et que nous devons la faire aussi, puisque nous sommes critiques de la Révolution et des dégâts intellectuels, philosophiques et religieux de la Révolution. Des livres de Gustave Le Bon également, c'est très intéressant, c'est plein d'érudition intellectuelle. On peut lire un livre de Gustave Le Bon sans être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais enfin, il a une façon de le dire qui fait que lorsqu'on le lit, on réfléchit spontanément à la question qu'il est en train de nous poser. Et même si on n'y répond pas comme lui, au moins il aura eu le mérite de nous mettre sur la voie de la question. Et c'est ce que j'appelle un penseur intéressant, c'est quelqu'un qui livre ses solutions et qui vous invite à ne pas forcément y croire, mais qui, le simple fait de les avoir posées comme il les a posées, vous invite à vous poser vous-même la question. C'est un petit peu la remarque que je me fais avec le livre qui s'appelle L'Enracinement de Simone Weil, qui est loin d'être parfait, mais enfin, elle a une façon d'écrire, elle a une façon d'amener les problématiques, d'amener les sujets, qui font que c'est une vraie somme d'érudition pour le lecteur, et le lecteur, en fait, ressort de la lecture de Simone Weil avec un W, hein, et de la lecture de Gustave Le Bon avec une intelligence qui est accrue par rapport au moment où il a commencé à le lire. Donc voilà, en gros, pour le dire, voilà. Désolé, je parle beaucoup trop, en fait, je crois. Je suis trop bavard. Non, non, pas du tout. C'est une émission littéraire, donc la parole est aux auteurs dont tu es et aux éditeurs dont tu es également. Donc on voit bien, pour revenir sur Maurice Barrès, que son œuvre est d'actualité. Il faudrait qu'on puisse se servir de ce centenaire de la mort pour que au moins nos jeunes se remettent à lire cet auteur absolument, peut-être, j'allais dire, indépassable. Tu me diras si tu es d'accord, mais en tout cas indépassable dans la formation de la jeunesse, c'est-à-dire poser des cadres. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, sur les réseaux sociaux, sont contre ceci ou pour cela, mais qui manquent de cadres et qui manquent de rails. Voilà, ils sont un peu dans tous les sens et ils manquent de ces fameuses deux rails dont on a besoin pour avancer. Et tu m'as ouvert la brèche pour le prochain thème, c'est que nous avons tous besoin, pour combattre nos idées et pour mener à bien nos combats, parce qu'on a tous des combats politiques, intellectuels ou littéraires même, on a besoin d'un socle. Et là, Maurice Barrès est exceptionnel parce que lui-même va revivre ce retour à l'enracinement, ce retour aux racines. Il faut savoir que Maurice Barrès, dans sa jeunesse, ne se sent pas particulièrement, il est né en Lorraine, comme on l'a dit, mais il ne se sent pas particulièrement lorrain, il se sent plutôt, j'allais dire, citoyen du monde, mais je pense qu'on n'est pas si loin, honnêtement, on n'est pas si loin, et j'en ai vraiment beaucoup appris dans la biographie d'Emmanuel Godot. Et c'est petit à petit, d'ailleurs, à travers les voyages, puisqu'il a une appétence au voyage dans sa jeunesse, qui va petit à petit se rapprocher de quelque chose qui lui manque, et c'est ce qu'on voit dans sa trilogie sur le culte du moi. C'est-à-dire que ça a toujours été mal compris, ces livres-là. Le culte du moi de Maurice Barrès, c'est pas mettre son moi-je en avant. Le culte du moi, c'est une recherche de qui on est, c'est une recherche de qui est ce moi. Ensuite, il prendra des distances avec ses livres, et donc il va se rapprocher de sa belle Lorraine. Et on sent vraiment que sans cet enracinement lorrain, il aurait été breton, il se serait rapproché de sa Bretagne, il ne s'agit pas d'être chauvin. Moi-même, je suis lorrain et toi aussi, mais le problème n'est pas là. C'est vraiment le problème, comme disait Barrès, de la terre et des morts, c'est-à-dire se rapprocher de ses racines. Et quand on a ce socle et cet enracinement, et c'est pour ça que c'est vraiment d'actualité pour moi, Maurice Barrès, là seulement on peut exporter nos idées, exporter notre énergie, exporter notre force, comme tu le dirais toi, Jonathan, vers des choses plus nationales et à portée plus universelle peut-être. Et avant de te laisser répondre, je présente un autre livre qui est sorti à la rentrée de septembre, qui est le Lorrain Barrès, donc sorti chez nous de Jean-Marie Cuny, qui est vraiment comment Maurice Barrès est revenu à sa chère Lorraine et comment justement le fait d'avoir cet enracinement permet à l'homme de marcher sur ses deux jambes et d'être vraiment dans ce socle. Je pense que c'est vraiment la bonne image du socle qui nous permet d'être debout et non pas brinque-ballant entre plusieurs idées. Non, d'avoir un socle, ça permet justement d'avancer et de progresser individuellement, mais aussi dans un collectif. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur cette thématique très barésienne, pour le coup, de l'enracinement ? C'est effectivement la thématique très barésienne et c'est probablement même ce qui définit par excellence Barrès, c'est la thématique de l'enracinement. Qui dit enracinement dit transmission. C'est pour ça que Barrès a passé son temps à nous rappeler que nous étions les héritiers de grandes figures historiques. Mais après nous avoir rappelé que nous étions les héritiers de grandes figures historiques, ce qui est vrai, son réenracinement lorrain, en tout cas, nous rappelle que nous sommes aussi les héritiers de choses et de gens beaucoup plus locales. Moi-même, c'est pour ça que j'ai un parcours qui est assez barésien sans que je le sache. Enfin, en tout cas, au moment où j'avais ce parcours, je ne savais pas que c'était celui qu'avait également eu Maurice Barrès. Mais
Quand je me suis intéressé à l'histoire dans un premier temps, l'histoire de France, évidemment, comme tout le monde, je m'intéressais aux grandes dates, aux grands personnages, aux grands rois, aux grandes batailles, aux grands hommes. C'est ça qui nous intéresse dans un premier temps. Le roman national, c'est un roman auquel chacun peut s'identifier. Et un jour, je me souviens d'avoir eu une sorte de... En fait, je vais même te dire c'est exactement comment ça s'est passé. J'étais en train de m'intéresser aux écrivains morts pendant la Grande Guerre, parce que je m'intéressais à Péguy notamment, et qui n'est pas le seul, hein. Et je me suis dit, mais en fait, je vais quand même m'intéresser à ma propre généalogie parce qu'il est fort probable que dans ma propre famille, des gens sont morts. Et là, je suis en train de m'intéresser à cet écrivain. Alors, c'est très bien, je m'intéresse à lui, mais et si je m'intéressais un peu à moi, en fait, et quand je dis moi, c'est à ma propre histoire. Ce qu'il faut absolument rappeler aux Français, c'est que nous sommes les héritiers collectivement d'une histoire collective, mais que nous sommes aussi à échelle individuelle les héritiers d'histoires individuelles. Donc, j'encourage les Français à s'intéresser à l'histoire du grand roman national, évidemment, mais aussi à s'intéresser à leur propre histoire, c'est une histoire très individuelle. Et lorsqu'on le fait, forcément, ça nous amène et ça nous accroche à un échelon beaucoup plus local. En l'occurrence, l'échelon régional, pour moi, pour nous, pour les Lorrains, ça me rattache à l'échelon lorrain. Et je me rends compte que c'est grâce à Barrès notamment, et je ne me rendais pas compte au moment où je lisais Barrès, mais je me rends compte par la suite, et je m'en suis rendu compte par la suite, que c'est grâce à Barrès que j'ai pris conscience de la dimension d'un enracinement plus local. Et même cet enracinement cet enracinement est susceptible de devenir de plus en plus local. Il y a un certain nombre de communes en Lorraine qui sont les communes d'où viennent mes ancêtres sur des générations. Là, au moment où je te parle, je ne suis pas en Lorraine. Mais lorsque je me rends en Lorraine, comme j'ai eu à le faire hier pour venir à Charmes, et que je commence à voir les panneaux qui indiquent les grandes directions, Nancy, Metz, etc., je sens quelque chose qui se réveille en moi, qui dit « j'arrive chez moi ». En fait. Et lorsque je suis en Lorraine, que j'ai effectivement passé la frontière, mais la frontière en soi, c'est assez abstrait finalement, je me suis dit, je suis en Lorraine et je me sens un homme différent de celui que j'étais une demi-heure plus tôt lorsque j'étais encore sur l'autoroute. Et lorsque je continue d'approfondir et de continuer de m'enfoncer dans la Lorraine et que je m'approche des villages d'où viennent mes propres ancêtres, donc je suis passé de l'échelon régional à l'échelon communal et que je suis... Je ne vais pas le citer, mais il y a une commune en particulier dans la Meuse où mes ancêtres sont depuis des générations. Lorsque je suis dans cette commune, je suis fier d'être français, je suis fier d'être lorrain, mais je me dis, je suis en plus d'être français et en plus d'être lorrain, je suis aussi de cette commune, dans laquelle je n'ai jamais vécu, pourtant. Mais il y a quelque chose qui est dans le sol de cette commune et probablement dans le ciel de cette commune et dans les murs de cette commune, quelque chose qui me raccroche à cette commune. Et c'est ça aussi le thème barrésien de l'enracinement et de la terre et des morts. C'est-à-dire aller quelque part, y compris lorsque vous n'avez jamais vécu dans ce quelque part, et vous y sentir chez vous, au motif que sous la terre de cette commune reposent 3, 4, 5, 6, 7, 10 générations de vos ancêtres. Eh bien, l'enracinement, c'est en soi quelque chose de très concret dans le ressenti et à la fois très abstrait, puisque vous ne pouvez pas parler d'enracinement comme vous parlez d'économie à quelqu'un. Si vous parlez d'économie, vous lui faites un graphique, vous lui donnez des chiffres avec des résultats, c'est concret, c'est mathématique, c'est scientifique, et la personne va vous comprendre tout de suite. Lorsque vous dites ce que je suis en train de dire à quelqu'un pour qui c'est du chinois, il ne comprendra pas que quelqu'un qui n'a jamais vécu dans telle commune de Lorraine s'y sente chez lui plus que partout ailleurs au monde, au seul motif, entre guillemets, que ses ancêtres y reposent. Et j'ai vécu dans de nombreuses villes, parfois pendant de nombreuses années, mais je me sens plus chez moi dans certaines communes de Lorraine où je n'ai jamais vécu que dans ces villes où j'ai vécu pendant des années. C'est pourquoi l'enracinement, pour moi, c'est très barrésien, mais c'est aussi quelque chose qui me parle. Et ça me parle du fond des tripes et du fond du cœur, en fait. C'est pour ça que là, je suis sorti du discours intellectuel. Je suis vraiment dans le discours émotionnel quand je dis ces choses-là et que je ne m'attends pas à ce qu'on me comprenne forcément. Mais ceux qui ont la fibre dans l'enracinement, ceux qui ont compris Barrès, ceux qui sont encore des Français qui se tiennent debout, comprennent ce que ça veut dire de se sentir chez soi, y compris dans un endroit où on n'a jamais vécu, mais parce que nos ancêtres y reposent. Donc il y a l'échelon national, évidemment, je me sens très français, l'échelon régional, je me sens très lorrain, parce que j'ai bien conscience que toute ma famille vient de Lorraine et que ça me réattache à la Lorraine particulièrement. Et j'ai même l'échelon communal maintenant. Alors peut-être qu'un jour j'aurai l'échelon de la rue, j'en sais rien, mais je ne pense pas que ça ira jusque-là, mais il y a vraiment l'échelon communal compte aussi. Et vous savez, tu sais, pendant des siècles, la vie d'un homme, la vie d'une famille se déroulait du début à la fin à l'échelon communal ou à l'échelon paroissial, on disait à l'époque. Hein. Donc, ça n'est que depuis assez peu de temps, finalement, dans l'histoire humaine, que nous avons des velléités mondiales, des velléités d'aller nous installer à l'autre bout du monde, etc. Pendant très longtemps, l'horizon indépassable d'une famille française, c'était l'horizon de sa paroisse. Eh bien, je pense que tout ça, ça a inscrit quelque chose au fond de nous, qui reste tapis au fond de nous, qui est la véritable et profonde anthropologie
française. Et lorsque l'on a compris ça et lorsqu'on a réussi à s'imprégner de ça, on en sort, à mon avis, beaucoup plus fort, puisque je n'ai jamais été plus heureux dans la vie et plus conscient de ce que je suis. Et être conscient de ce qu'on est, à mon avis, il faut en passer par là pour être heureux dans la vie. Et bien, c'est depuis que j'ai compris que j'étais Lorrain et depuis que j'ai compris que j'étais quelque chose, en fait. Et lorsque nos contemporains comprendront qu'ils sont quelque chose, ils iront beaucoup mieux dans la vie et ça leur donnera plus de force et d'énergie pour affronter les épreuves. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette réponse. On voit bien, encore une fois, l'importance. Il ne s'agissait pas de faire une émission uniquement parce qu'il y a un centenaire d'un auteur français, c'est plus que ça. On va utiliser le centenaire de cet auteur absolument primordial pour faire passer ce message. Et moi, je pense toujours aux jeunes parce que c'est évidemment l'avenir de ce pays et que les jeunes d'aujourd'hui sont quand même plus réveillés que quand toi et moi avions 15 ou 20 ans. Donc, mais avec des manques de références. Et Maurice Barrès, c'est évidemment cette référence-là. Et on va terminer cette émission, on a encore 10 petites minutes. En fait, c'est très très logique parce que tous les thèmes que tu as abordés en parlant de Maurice Barrès, eh bien, on les retrouve et on comprend pourquoi tu as reçu ce prix Maurice Barrès. On les retrouve tous en fait dans tes nouvelles, l'arrière-petit-fils et autres nouvelles. Donc j'aimerais qu'on en parle un peu. C'est un livre qui est sorti en septembre dernier. Alors, j'en suis l'éditeur, donc on va se parler clairement. Il n'était pas du tout prévu de le sortir pour le centenaire. Il se trouve que finalement, c'est un livre très barrésien qui sort pour l'année du centenaire. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable et important pour nous. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce livre-là? Je ne vais pas te reposer les questions éternelles. Pourquoi des nouvelles? Tu as déjà répondu ailleurs. Je préférais que tu nous expliques pourquoi plutôt cette volonté d'écrire et en te relisant et en lisant un peu en ce moment beaucoup de Barrès, puisqu'on a au Verbe Haut, on a sorti beaucoup de choses sur Maurice Barrès. Je me suis rendu compte que tu faisais peut-être œuvre de continuateur finalement de choses que Barrès faisait lui-même, c'est-à-dire que lui-même avait ses maîtres. Même si on a dit que Barrès n'avait jamais eu de maître, je pense que c'est faux. Barrès avait des maîtres et finalement il a été lui aussi le continuateur de quelque chose qui le dépassait peut-être. Est-ce que toi alors c'est un peu immodeste ce que je te demande comme question, mais vraiment honnêtement, est-ce que tu as voulu quelque part poursuivre ce courant barrésien à travers ton œuvre et à travers tes écrits? En tout cas, je suis imprégné des grands thèmes barrésiens dans ma vie de tous les jours. Et j'aime la littérature et je voulais en faire. Donc forcément, à un moment donné, tout ça se croise. Et lorsque je me mets à écrire, compte tenu des aspirations qui sont les miennes, ce que j'écris devient le reflet de mes aspirations. C'est pourquoi, dans mon recueil de nouvelles dont tu parles, on retrouve tous les grands thèmes que l'on a abordés dans cette émission et que l'on retrouvait déjà du temps de Barrès. Pour autant, je ne prétends pas être le continuateur de Barrès. J'aurais jamais cette prétention et je suis beaucoup trop humble pour me prendre pour le continuateur de Barrès. D'ailleurs, ce n'est pas la fonction. Mais comme nous disions tout à l'heure, pourquoi j'écris et puis pourquoi je mets dans ce que j'écris cette mélancolie et ces grands thèmes, c'est précisément pour toutes les raisons que l'on a abordées au cours de cette émission. C'est-à-dire que je suis conscient de ce que c'est l'enracinement. Et l'enracinement, c'est l'hérédité. C'est la filiation, en fait. Donc, si nous cessons d'écrire des livres, les seuls livres que nous aurons à notre disposition, ce sont ceux qui ont déjà été écrits. Mais tôt ou tard, ça risque d'être emporté par l'air du temps. Donc il faut que l'édifice littéraire des lettres françaises soit continuellement alimenté. Je suis très embêté de dire ça et de le dire de cette façon parce que j'ai l'impression, en disant cela, que j'ai l'impression de donner le sentiment que je me mets à la suite de ces grands ascendants. Non, je dis simplement qu'il faut que nous écrivions des livres parce qu'il faut que nous mettions dans d'une matière solide et stable et concrète, en l'occurrence du papier, parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est bien, mais un tweet, ça s'efface aussitôt, une vidéo, ça peut disparaître à tout moment, c'est à la fois concret et abstrait, alors qu'un livre, c'est continuellement concret. J'ai des livres dans ma bibliothèque qui ont été imprimés il y a 100 ans, j'en ai qui ont été imprimés il y a 400 ans, et ils sont toujours là. Tous les tweets que je fais sur mon compte Twitter en ce moment, dans 400 ans, personne n'en entendra jamais parler. Donc ce que j'aime bien sur le support livre, c'est que c'est un support concret, et donc les choses concrètes et les choses qui ont lieu à la permanence des grandes idées, de l'enracinement, de ce genre de thème, la grande mélancolie, s'entretenir dans ce que l'on est, c'est-à-dire se souvenir d'où l'on vient, il faut que ce soit beaucoup plus concret qu'un tweet.
Et ce sera beaucoup plus concret lorsque ça aura été écrit, un peu mis en littérature et imprimé sur du vrai papier, dans de vrais livres, et que l'objet figurera réellement et authentiquement et matériellement dans une librairie de quelqu'un ou dans une bibliothèque de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai voulu écrire, et aussi parce qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas, en fait, pourquoi est-ce que j'aime le chocolat, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quand j'en mange, je me sens bien. Eh bien, la littérature, c'est pareil. Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'en écris, je me sens bien. Parce que j'ai aussi l'impression, en faisant cela, que j'obéis à un sacerdoce. Mais là, encore une fois, ce serait trop modeste de le dire. C'est pour ça que je ne sais pas comment exprimer ces choses-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui sont importantes. Et lorsqu'on en a conscience, il faut les écrire pour que d'autres les lisent et s'en inspirent comme nous-mêmes, nous nous inspirons de ce que nous trouvons dans les livres qui ont été écrits avant nous. Voilà, cette réponse est très bancale et très mauvaise peut-être, mais parce que cette question me pose toujours problème, parce que je dois dire des choses, qui donneront forcément l'impression que je me prends pour le nouveau Barès, alors que loin de là. Mais en même temps, il faut que je dise des choses pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Donc c'est toujours un travail très difficile. De parler de moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et parler de ce que je fais, j'ai beaucoup de mal. Donc j'essaie de le faire. Je ne sais pas si les auditeurs auront compris quelque chose, mais j'espère que oui, en tout cas. Alors, je pense, moi-même j'ai compris, donc j'imagine qu'ils le comprendront. Oh bah. Si tu veux bien, Jonathan, on va terminer cette émission. Et comme tu me parlais d'avoir du mal à parler de toi, je vais te citer dans la préface de ce livre de Kaleana Major. Oui. Pourquoi je vous montre ce livre? Parce qu'évidemment, tu en es le préfacier. C'est un travail de Kaleana Major où nous voyons ces pyrogravures qui sont... attendez, je vais vous en montrer une au hasard. Madame de la Roche-Laclin. Et puis, de l'autre côté, vous avez un texte en rapport avec l'auteur. Et le premier portrait qui est présenté, c'est celui dont nous parlions pendant une petite heure, de Maurice Barrès, avec un extrait du Jardin de Bérénice. On aurait pu parler de Maurice Barrès pendant 3 heures. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé d'énormément de choses, mais le format est ainsi fait. J'aimerais terminer cette émission, si tu me l'accordes, par citer un extrait de ta préface. Allez. Donc je commence à te citer. Héritage, nécessaire outil pour une indispensable édification. Dans un monde aussi tourmenté que le nôtre, qui a depuis trop longtemps apostasié son Dieu et renoncé à ses pères, l'homme n'est plus un mouvement qu'autour de lui-même. Il n'est pas surprenant alors de le voir tourner en rond. Parce qu'il avait encore l'intelligence de se fixer sur ses bases solides, qu'il avait l'humilité de se reconnaître des maîtres et des modèles, le même homme savait mieux prendre conscience de ce qu'était sa place dans une organisation humaine. Nous ne sommes jamais plus humbles qu'à l'ombre des géants. Et l'humilité de chacun, en plus d'être une vertu, est une condition pour fonder une cité pérenne. Depuis l'avènement de ce mauvais individualisme qui est rapidement tourné en égoïsme, nos contemporains sont plus que jamais convaincus de ne rien devoir à personne, d'être un fruit autoconçu, sans antériorité, sans racines, sans ancêtres, c'est-à-dire sans succession. Et nous voyons trop bien qu'à force de ne plus se donner aucun ascendant à vénérer, il ne voit plus l'intérêt qu'il y a à se donner des descendants à aimer. Donc, je pourrais citer toute la préface, évidemment, je ne le ferai pas, mais je pense que tu as résumé en un paragraphe notre heure d'émission finalement. Et je te laisse le mot de la fin, si tu peux nous donner un petit message à nos auditeurs. Évidemment, c'est très bien d'écouter et de regarder nos vidéos, mais notre objectif est aussi d'amener à la lecture. Peut-être par quoi commencer sur Barrès, je ne sais pas, je te laisse le mot de la fin pour nos auditeurs. Oui, en fait, par quoi commencer par Barrès, c'est pas évident parce que, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident parce qu'il y a dans Barrès des choses un petit peu plus complexes que d'autres. Par exemple, je conseillerais bien de commencer par la trilogie du roman de l'énergie nationale, qui se compose donc des déracinés, de l'appel aux soldats et de leurs figures, mais c'est quand même très, très ancré dans l'actualité du moment, donc c'était quand même assez très contextualisé. Quelqu'un qui n'aurait pas la formation historique et qui ne connaîtrait pas bien les événements de l'époque ne comprendrait peut-être pas tout ce qu'il y a dans ce livre. Alors, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à aborder dans Barrès. Pour comprendre la pensée profonde de Barrès, moi, je conseillerais, et c'est pas parce que je suis lorrain, mais Colette Bodoche, c'est un petit roman qui lui-même s'insère dans une trilogie, mais on peut le lire indépendamment des 2 autres volumes. C'est l'histoire d'une jeune fille de Metz, et ça se passe pendant l'occupation donc de Metz par les Allemands, donc après 1870. Et il y a beaucoup de Barrès, beaucoup de la pensée de Barrès dedans, c'est-à-dire en fait l'enracinement,
oui, l'enracinement, le fait d'être d'une ville, ce dont je parlais tout à l'heure, les dames Bodoche, de Colette Bodoche, sont d'une ville, en même temps d'être d'une région, la Lorraine, et d'un département. Enfin, c'est la ville de Metz. Donc, c'est un petit livre. L'avantage du fait qu'il est petit, c'est que les gens qui n'ont pas l'habitude de lire des gros livres vont pouvoir quand même se faire facilement l'exercice. Et puis, lorsqu'ils auront lu ce livre et qu'ils auront compris qu'il y a dans Barès à la fois beaucoup d'intelligence et beaucoup d'émotion, ils pourront effectivement aller sur d'autres choses. Là-dessus, c'est tout bête, et j'ai l'impression de faire de vendre ma camelote, mais sur le site de la délégation des siècles, j'ai mis les livres de Barès que je considère être des indispensables, justement. Ceux qui sont à la fois nécessaires aux lecteurs qui ont déjà conscience de ces problèmes, et à la fois indispensables à ceux qui voudraient en avoir conscience, ou qui voudraient se faire une pensée et s'édifier une pensée intellectuelle sur le thème de l'enracinement. Moi, non, c'est pas tout Barès, parce que des fois, il y a des choses, des livres dans lesquels Barès part sur d'autres choses. C'est pas indispensable forcément pour nous. Mais bon, voilà. Commencez par Colette Bodoche, parce que c'est un petit livre qui vous plonge immédiatement dans le thème de l'enracinement. Et déjà, on aura commencé par là. Puis, d'une manière générale, lire des livres, même si c'est pas Barès, hein, même si vous lisez Stendhal, c'est pareil. Il faut à un moment donné se réapproprier la belle langue française, la belle littérature française, puisque lorsque l'on a des lettres, on comprend mieux la France, puisque les lettres sont l'une des façons d'être pleinement et français. En fait, voilà, c'est la culture, la belle culture, une culture noble. C'est la grande littérature française, et ça ne se limite pas à Barès, hein. Il y en a plein d'autres. Lisez des livres. Ne croyez pas que regarder des vidéos sur YouTube suffira à votre édification intellectuelle. Ça ne fera la plupart du temps que consolider des pensées profondes. Mais avant de consolider des pensées profondes, il faut d'abord les développer. Et c'est grâce aux livres et grâce à la littérature et à nos grands anciens que vous allez pouvoir développer les idées profondes, que vous pourrez ensuite aller fortifier continuellement grâce au fait que vous allez vous frotter à l'actualité, sur Twitter, etc. C'est pas pour dénigrer Twitter. Je suis sur Twitter. Les gens qui veulent m'y retrouver, d'ailleurs, m'y retrouveront. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. C'est qu'il faut pouvoir marcher sur ces deux jambes. Donc, il faut, pour marcher correctement, avoir de solides assises. Et ça, malgré tout, ce sont les livres, non pas parce que dans un livre, il y a beaucoup plus de place pour dire des choses que dans une vidéo, mais c'est parce que le contact avec une idée, par la lecture, n'est pas le contact de la même idée par la vidéo. En fait, la façon qu'une idée va se déposer en vous sera différente selon que vous avez consulté cette idée sur un livre ou que vous l'avez entendue dans une vidéo. Le travail intellectuel d'appropriation d'une idée n'est pas le même lorsque vous lisez un livre, parce que lorsque vous lisez un livre, c'est une activité qui est à la fois passive, en ce sens que vous êtes inerte physiquement, mais active parce que intellectuellement, les mots entrent dans votre tête par vos yeux, se déposent dans votre cerveau et s'y impriment beaucoup plus efficacement qu'une vidéo qui va être remplacée par une autre vidéo immédiatement et dont vous aurez oublié le contenu 2 jours plus tard. La façon de s'approprier une idée par la lecture n'est pas la même. Elle est beaucoup plus efficace par la lecture. C'est pour ça qu'il faut continuer de soutenir le livre, de soutenir les gens qui écrivent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut dénigrer ceux qui font simplement de la vidéo. Mais à un moment donné, ça ne suffira pas, la vidéo. Lisez des livres. Ce à quoi vous allez vous confronter dans un livre aura beaucoup plus de répercussions en vous que ce à quoi vous allez vous confronter en consultant une vidéo. Voilà le mot de la fin. Lisez des livres et n'oubliez pas que l'espoir en politique est toujours une idiotie. Et même si tout autour de nous donne l'impression que c'est perdu, il y a aussi beaucoup de signaux qui nous indiquent que l'anthropologie française véritable n'est pas morte et qu'elle n'attend qu'une occasion pour se manifester et pour éclore comme une fleur qui va, à un moment donné, réilluminer le ciel de France, pour terminer sur une note un petit peu emphasée et empoulée. Merci beaucoup, Jonathan. Et je me permets de dire que nous savons maintenant que le fait de lire un livre, c'est-à-dire de toucher avec ses doigts, on sait que la main maintenant est en lien direct avec le cerveau, et que ce que vous allez écrire ou lire va s'imprimer en vous comme jamais. Alors qu'une vidéo, vous retiendrez peut-être une blague, vous retiendrez une erreur de langage, l'audit du journaliste. Voilà, je viens de bafouiller, donc vous allez retenir ça. J'ai fait une erreur pendant la lecture, donc vous allez vous dire « Ah, mais Sylvain Durin, il a mal lu ». Voilà, c'est ça que vous allez retenir, et vous allez oublier tout le reste. Et pour nos très jeunes, j'allais oublier d'en parler, nous venons de sortir un Maurice Barrès pour enfants. Maurice Barrès, un écrivain inspiré. Donc je vous montre, on parlait de Colette Bodoche. Eh bien, nous l'avons représenté, si je ne dis pas de bêtises, tenez, regardez à quoi ça peut ressembler. Donc là, vos plus jeunes vont se rendre compte de qui était Maurice Barrès. Et vous voyez là, il y a Colette Bodoche qui est ici.
Voilà. Mm. Donc n'hésitez pas aussi à mettre des livres entre les mains de vos chers petits. Mon fils a 1 an et demi, il passe sa vie avec des livres, donc ça n'y a vraiment pas d'âge pour s'y coller. Jonathan, merci, c'était une belle émission littéraire, je suis vraiment ravi de l'avoir fait, on est ravis sur Toxin, on est les seuls quasiment à parler de Maurice Barrès pour le centenaire. Donc merci beaucoup, lisez des livres, lisez Jonathan Sturel, Maurice Barrès, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission